Avec l'éditorialiste Mamadou Diouf, nous allons parler du projet d'expansion d'Al-Qaïda, la Côte d'Ivoire et le Bénin face à la menace djihadiste. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre sans cesse aux invitations de New World TV. Je vous en prie. Al-Qaïda nourrit un projet d'expansion vers le golfe de Guinée, en particulier la Côte d'Ivoire et le Bénin, estime le patron du renseignement extérieur français, Bernard Hémier. Mamadou, que sait-on de la menace dans cette zone? En fait, est-ce qu'il faut parler de menace? Parce que, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, Al-Qaïda a déjà frappé en Côte d'Ivoire à 2 reprises. Ils ont échoué également à d'autres reprises. De sorte que quand on dit menace, parfois, c'est comme si on donne l'impression qu'il ne s'est rien passé et qu'il risque de se passer quelque chose. Le Bénin également a connu une prise d'otage au niveau du parc frontalier avec le Niger, le Burkina, des otages français d'ailleurs, où il a fallu une intervention française pour pouvoir les libérer. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y avait des actions, mais le renseignement français extérieur pense qu'aujourd'hui, au-delà des actions qui sont posées, il y a une tentative d'installation de réseaux carrément sur place. C'est-à-dire, on n'est plus sur un attentat comme celui de la Côte d'Ivoire, de Grand Bassam en particulier, où dans ce qui a été retracé, les gens ont quitté le Mali, faire les attentats et puis essayer de se replier. Mais on est vraiment dans le sens de voir des réseaux s'installer sur place pour essayer de faire dans ces 2 pays ce qui est en train d'être fait en Côte d'Ivoire. Mamadou, la présence de relais terroristes en Afrique de l'Ouest n'est pas nouvelle. Qu'est-ce qui les pousse maintenant à s'installer au Bénin, en Côte d'Ivoire et ailleurs? Il faut dire que la pression est forte actuellement sur les 2 espaces en Afrique où le terrorisme a pris pied. C'est ce qui se passe autour du lac Tchad, mais c'est surtout ce qui se passe au niveau du Sahel, cette zone Mali, Niger, Burkina qui nous intéresse ici, puisque plusieurs pays se sont mis ensemble, l'ONU également, la France et d'autres pays également qui sont présents, pas autant que la France, mais souvent de façon parfois discrète jusqu'à ce qu'on découvre qu'également ils sont sur le terrain, comme c'était le cas des Américains quand lors d'un attentat, des soldats américains ont été tués au Niger, alors que les États-Unis n'avaient jamais dit qu'ils avaient déployé des hommes au niveau du Niger. Donc il y a une pression extrêmement forte sur cette partie Sahel qui aujourd'hui est considérée comme un des terreaux du terrorisme et bien des forces sont là pour pouvoir les empêcher de pouvoir agir. Mais dans ces conditions, il est clair qu'ils sont obligés de se trouver une base arrière. Et puisque ce n'est pas dans le Sahel qu'ils vont trouver cette base arrière, ils sont en train d'aller vers les pays côtiers. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana même est cité parfois. Et on sait que la tentative d'installation existe déjà. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire en particulier, il y avait déjà des informations documentées là-dessus. Même le responsable français des services secrets qui parle pour les services secrets à l'étranger, il dit quelque chose de très clair. Il y a déjà des gens en Côte d'Ivoire, il y a déjà des gens au Bénin, ce qu'on appelle dans le langage courant, quand on parle de terrorisme, des réseaux dormants. C'est-à-dire des gens qui sont là, qui ne disent rien, qui font comme s'ils n'avaient rien à faire, mais qui peuvent être activés. Mais comme j'ai dit, on passe maintenant à une étape plus importante où on veut carrément installer des bases de ces mouvements dans ces pays. Mamadou, la Côte d'Ivoire apprend dans la douleur un jour de mars 2016 qu'elle est une cible des djihadistes. L'attaque de la cité balnéaire de Grand Bassam, revendiquée par ATMI, fait une vingtaine de morts. En juin 2020, c'est un poste avancé à la frontière avec le Burkina, à Kafolo, qui est attaqué. Et aujourd'hui, il faut le dire, il y a déjà des relais, on l'a dit, mais qu'est-ce que le gouvernement ivoirien a pour pouvoir contrer ces relais djihadistes? Le gouvernement ivoirien va être confronté à ce à quoi tous ceux qui luttent contre le terrorisme sont confrontés. Vous voyez, l'information, elle est importante. Ça aurait été intéressant qu'on dise qu'ils sont à Abidjan, ils sont à Grand Bassam, ils sont à Yamoussoukro, à Korogo. Voilà. Ça permet de savoir au moins que mon ennemi se trouve à tel endroit. Bien entendu, le gouvernement n'attendra pas qu'on lui demande d'aller trouver les gens là où ils se trouvent. Mais c'est des bribes d'informations que les gens obtiennent généralement de ce qu'on appelle des repentis
des gens qui ont pris les armes et qui, après, par un sursaut de conscience, abandonnent. C'est les prisonniers également, puisqu'ils les interrogent pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Et cela fait qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, après avoir reçu ces 2 coups qui ont été des coups importants contre la Côte d'Ivoire avait déjà pris un certain nombre de dispositions pour protéger son pays. Ouais. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on dise que la Côte d'Ivoire est menacée. Il ne faut pas qu'on oublie que des soldats ivoiriens sont au Mali en train de se battre contre le terrorisme. Il y a quelques jours d'ailleurs, il y en a 4 qui sont tombés au front. Ouais. Donc pour dire que généralement les terroristes considèrent que tous ceux qui ont envoyé des soldats les combattre sont des ennemis et ils sont prêts à les frapper, ces pays-là, en riposte au fait que leurs soldats participent à ces combats. La Côte d'Ivoire, vous savez, les autres pays qui ont envoyé des hommes également, au niveau du Mali en particulier, le savent. Donc il n'y a pas une surprise que la Côte d'Ivoire soit une cible. La nouveauté, c'est qu'ici, on ne parle plus de poser un attentat seulement, mais de vouloir s'installer au niveau de la Côte d'Ivoire. Et depuis les 2 attentats, le gouvernement ivoirien avait pris plein de mesures. La frontière par rapport au Burkina, la zone de Kafolo dont vous parlez par exemple, est devenue une zone extrêmement difficile pour pouvoir passer parce que les gens s'étaient rendus compte que AQMI dont on parlait, c'est là-bas qu'ils avaient essayé d'installer un de leurs réseaux. Vous l'avez dit tout à l'heure, lors de l'hommage rendu à ces 4 soldats tombés au Mali, l'actuel Premier ministre et ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, l'a dit qu'ils vont ensemble mener une lutte acharnée contre le terrorisme. Aujourd'hui, quand on voit la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, il faut dire que c'est un défi pour le président Alassane Ouattara et tout son gouvernement. C'est un défi, mais il ne faut pas que la Côte d'Ivoire fasse l'erreur que le Mali, le Burkina ont fait. Aucun de nos pays ne peut combattre seul le terrorisme. Voilà. La preuve, quand ça a commencé dans notre espace, on parlait du Mali. Aucun de nos pays n'était concerné. Aujourd'hui, le Niger est dedans, avec la partie Boko Haram de l'autre côté. Le Burkina est dedans, la Côte d'Ivoire a déjà reçu des coups, le Bénin... Mais qui ne va pas recevoir? Moi, je crois que c'est cette politique qui consiste à vouloir pays par pays lutter contre ce terrorisme-là qui est une erreur. Quand on regarde ces gens, ils viennent frapper au Burkina, ils vont se réfugier au Mali. Ils viennent frapper au Niger, ils vont se réfugier au Nigeria. C'est nous qui parlons de frontières, c'est nous qui parlons de pays. Eux, ils ne parlent pas de pays, ils ne parlent pas de frontières. D'ailleurs, même dans certaines de leurs appellations, ils parlent d'Afrique de l'Ouest, ils parlent du Grand Sahara, ils parlent de Sahel. Ils ne sont pas dans nos entités géographiques administratives. Mais il faudrait que la réponse également tienne en compte cet aspect. Une très forte collaboration est nécessaire entre les pays qui ont déjà été victimes des attentats et les autres pays qui ne le sont pas encore pour qu'on puisse pouvoir empêcher à ces gens d'être dans un pays pour agir et puis d'aller se cacher dans un autre pays. Parfois, certains pays l'ont fait. Le Togo et le Burkina ont organisé parfois de façon conjointe une sorte de traque par rapport à ces gens. Mais cela a apporté des résultats puisque des personnes avaient été arrêtées. Si ça n'avait pas été fait en même temps, pendant qu'on traque d'un côté, on traverse la frontière pour aller de l'autre. Quand la traque est terminée, on retraverse la frontière pour continuer à poser des actes nuisibles à l'ensemble de la société. En 2019, 2 attaques contre les étrangers touchent les frontières Burkina-Togo et Burkina-Bénin. Des attentats révélateurs d'une volonté de frapper en dehors des fiefs sahéliens connus. Même exercice comme tout à l'heure pour la Côte d'Ivoire, le Bénin aussi est concerné. Le Bénin est concerné parce que les terroristes ne regardent pas en termes de Bénin, de Burkina, de Ghana. Ils regardent en termes d'opportunités. Les opportunités, c'est un pays qui envoie des soldats au Mali. Tu deviens une raison pour eux, pour que ce pays soit combattu. C'est un pays dans lequel il y a des intérêts français. Parce que n'oublions pas que d'un point de vue extérieur par rapport à l'Afrique, la France est le pays le plus engagé au niveau de la lutte contre le terrorisme au niveau du Sahel. Donc il y a cette revanche à prendre sur la France. Et à chaque fois qu'ils font des déclarations, ils ne manquent pas de le signifier. Et alors que tout le monde sait que dans nos pays, il y a des intérêts français. Bon, ce n'est pas les mêmes, il y a des intérêts plus gros en Côte d'Ivoire, par exemple, que par rapport à d'autres pays. L'autre élément, on le disait tout à l'heure, une de leurs méthodes, c'est la prise d'otages. Mais cet espace, c'est l'espace également où viennent
les touristes français. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire au Bénin au niveau du parc de Pendjari. Quand ils ont pris effectivement des Français en otage, on allait les faire quitter puisque c'était ça l'objectif, faire traverser pour dire qu'ils ne tiennent pas compte de nos frontières, ramener ces gens jusqu'au Mali. Avant de dire aux gens, maintenant nous détenons tel otage, on va demander des rançons, on va demander la libération de certains de leurs militants qui ont été emprisonnés, etc. Mais ces gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne tiennent pas compte de nos frontières. Ce n'est pas le Bénin, en tant que pays qui les intéresse. Ces gens sont dans une stratégie pouvant leur permettre de déstabiliser l'Afrique de l'Ouest parce que tant qu'une zone n'est pas déstabilisée, ces gens ont du mal à pouvoir se mouvoir correctement. Il faut dire que les combats, les luttes sont menées pour pouvoir essayer d'enterrer ces djihadistes, leur fil d'Ariane souvent arrêtés ou tués. Mais Mamadou, on constate que cela s'enracine clopin au niveau de toute la sous-région. Comment faire pour pouvoir couper le fil là des djihadistes? Mais ce qui est curieux, tous les spécialistes sont d'accord sur le fait que le tout militaire ne peut pas résoudre ce problème du terrorisme. Alors que quand on regarde ce que nos États font, on est dans le tout militaire. Quand vous prenez le cas du Mali, qui est presque notre source de départ ici en Afrique de l'Ouest, au Mali aujourd'hui, autant il y a un conflit contre les terroristes, autant il y a des conflits communautaires, partie de ces conflits liés au terrorisme et qui créent énormément de problèmes. Vous avez des travaux qui ont été faits par plusieurs chercheurs sur la question qui montrent que parfois, vous avez des jeunes qui deviennent terroristes parce que on est venu chez eux, souvent la police, l'armée, malmener tous les membres de leur famille. Le gars se révolte, il va aller se retrouver chez les terroristes en considérant que c'est la meilleure façon qu'il doit pouvoir faire pour pouvoir venger sa famille. Donc vous privilégiez aussi le dialogue? Mais pas le dialogue seulement, il faut impliquer tout le monde dans la résolution de ce conflit. Il ne s'agit pas d'aller dialoguer avec les terroristes tout simplement, mais il faut impliquer tout le monde, la société civile, les autorités traditionnelles. On a vu au Mali plusieurs fois, quand il y a eu des problèmes, on a impliqué les autorités traditionnelles pour pouvoir dénouer un certain nombre de problèmes, surtout entre les communautés. Donc le fait de dire on prend les armes tout court n'a pas donné de résultats probants jusqu'à présent, ni ici, ni ailleurs. Et c'est pourquoi tous les spécialistes sur ces questions de sécurité insistent là-dessus. Il y a des zones de vulnérabilité. Tant que ça restera des zones de vulnérabilité, ça va être des zones de recrutement pour le terrorisme. Il y a la mauvaise gouvernance dans nos États. Quand il y aura cette mauvaise gouvernance dans nos États, vous aurez des parties du territoire qui vont pouvoir être des lieux où ces terroristes vont venir dire aux gens, vous n'en faites pas partie, on ne s'est pas occupé de vous. Ils vont venir s'installer et les populations auront tendance plutôt à être complices. Mais c'est l'ensemble de ces éléments qu'il faut prendre en compte si nous voulons mettre fin au terrorisme, parce que si les militaires sont sur le côté militaire, les populations elles-mêmes n'acceptent pas, collaborent avec les militaires, travaillent à ce que les terroristes ne parviennent pas à semer la zizanie entre les groupes, mais le terrorisme va pouvoir quitter cet espace ouest-africain. Je vais vous poser une question comme si vous étiez dans les secrets de nos gouvernants. Pourquoi ne pas impliquer tout le monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure? On voit les djihadistes au Niger, on les voit au Burkina Faso, au Mali et partout, mais on a l'impression que c'est le même schéma et donc la même banqueroute. Oui, mais c'est le reproche qui avait été fait à la création du G5 Sahel. Tous les spécialistes s'étaient posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi vous prenez ces 5 pays seulement? Et à l'époque, les gens avaient dit non, même les pays qui ne font pas partie du Sahel et qui sont dans la zone, qui sont sous la menace, mais tous ces pays doivent pouvoir se mettre dedans et travailler ensemble. Et même le G5 Sahel, jusqu'à présent, sa fonctionnalité laisse à désirer, les moyens ne sont pas là, etc. Donc il faut que ça soit clair, la réponse ne peut pas être la réponse d'un pays. Regardez le Mali, regardez le Burkina, regardez le Niger, mais ça impacte sur le budget de ces pays, alors que le budget n'était pas en mesure déjà de satisfaire les besoins des populations. Alors que pour faire la guerre, comme on dit, le nerf, c'est l'argent. Mais c'est l'argent destiné à des infrastructures sociales, à tout un ensemble d'autres choses qu'on est obligé de ponctionner pour pouvoir alimenter la guerre, parce que la guerre n'attend pas. Elle est là, les gens sont là, les gens sont au front, il faut pouvoir les donner les moyens de défendre le territoire national, ce qui crée des problèmes. Donc nécessairement,
il faut qu'il y ait une mise en commun des hommes, des stratégies, des informations, des compétences, si on veut mettre fin au terrorisme en Afrique de l'Ouest. Une question, quels sont les impacts? Il faut le préciser, si ces relais sont installés dans ces deux pays, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Mais les impacts sont terribles, parce que généralement, quand on donne ce genre d'informations, nos administrations sont fâchées. Parce que quand vous dites que la Côte d'Ivoire est sous menace, ben les étrangers vont commencer à se dire, mais attendez, s'il risque d'y avoir des attentats, il vaut mieux que je prenne mes affaires et ma famille et que je rentre chez moi. Moi, je me rappelle, j'étais au Burkina à l'époque, il n'y avait même pas encore des attentats. Aucun attentat à l'époque. Mais l'USAID, c'est eux qui avaient lancé l'alerte à l'époque, en ramenant tous leurs gens qui étaient dans la partie nord du Burkina, en disant qu'il y a des risques que le terrorisme malien débarque sur cette zone. Mais quand ils l'ont fait, beaucoup d'autres ont fait la même chose. Vous allez voir, les ambassades vont commencer à dire à leurs ressortissants, si ce n'est pas indispensable, n'allez pas dans tel pays, puisqu'ils ont des cartes avec des zones qu'ils appellent des zones rouges, où on dit même à ceux qui sont là-bas, si ce n'est pas par nécessité, quittez les lieux. Mais même d'un point de vue coopération, d'un point de vue économique, nous allons en souffrir. Qui va aller investir dans une Côte d'Ivoire qui risque d'être une base pour le terrorisme? Tout le monde sait que l'argent n'aime pas le bruit, et surtout pas le bruit des armes. Mamadou Diouf, merci. On va marquer une petite pause et on revient avec notre invité du jour.